Le mois d'avril s'est révélé particulièrement pluvieux dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Kinshasa, la capitale, Congo central, la province voisine, ont connu une série d'inondations causant de morts d'hommes et des dégâts matériels importants. Pour en parler, nous recevons M. Dieudonné Mwamba. Il est directeur général de l'Institut national de santé publique, INSP. Bonjour. Bonjour, madame. Sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Merci. Ok, pour commencer, selon plusieurs recherches que nous avons faites, les inondations provoquent une contamination de l'eau par des eaux accrues, mais également de maladies telles que des infections, chikungunya, des paludismes. Vous, en tant qu'expert sectoriel, que dites-vous? Effectivement, quand on a les inondations, il y a toujours les impacts sanitaires qu'il faut redouter avec la montée des eaux et tout ce que ça charrie comme déchets. Et donc il y a des risques de survenue des maladies parasitaires, des maladies des mains sales. Donc avec les inondations, nous redoutons toutes ces maladies. Notamment, ça peut être le paludisme avec l'accumulation des anophèles qui provoque la malaria. On peut avoir des maladies diarrhéiques parce que si l'eau qu'on va consommer n'est pas potable, donc on peut avoir toutes ces maladies. Et on peut arriver aussi à avoir des maladies éruptives parce qu'on voit avec ces inondations les gens qui marchent finalement dans cette eau et cette eau sale, ça provoque des éruptions cutanées au niveau de la peau. Et on peut arriver aussi à avoir le choléra. C'est une maladie que nous redoutons aussi de suite de ces inondations. À ce jour, quelles sont les actions prioritaires entreprises par l'entreprise dont vous avez la charge et où le gouvernement de la République démocratique du Congo? Au niveau de l'Institut national de santé publique, suite à ces inondations, nous avons déployé, donc nous avons mis en mode réponse le COUSP. Le COUSP, c'est le Centre des opérations d'urgence de santé publique. C'est vraiment le bras armé de l'INSP, de l'Institut national de santé publique, qui est chargé justement de répondre aux épidémies, aux urgences et catastrophes. Et comme c'est le cas des inondations, qui est une catastrophe majeure, donc nous avons mis en mode réponse le COUSP. Les équipes du COUSP sont sur terrain. Donc ce sont ces équipes en collaboration avec les équipes de la province, de la division provinciale de la santé. Donc ces équipes sont sur terrain pour assurer la prise en charge médicale des sinistrés qui sont au niveau des différents sites, et aussi pour organiser des consultations et aussi assurer l'assainissement, sensibiliser ces sinistrés sur l'assainissement du milieu, sur la tenue de l'environnement qui doit être sain, sur l'usage des toilettes, un usage approprié des installations hygiéniques, et tout cela pour éviter à ce que dans un milieu où il y a la promiscuité, il faudra que l'environnement soit maintenu sain, justement pour éviter qu'il y ait des contaminations ou propagation des maladies. Kinshasa n'était pas la seule province touchée par ces inondations. Il y avait également le Congo central. Est-ce que le même travail est fait aussi au niveau de cette province? Oui, au niveau du Congo central, il faut juste vous dire que on a fait l'évaluation des provinces qui sont touchées. C'est vraiment la ville-province de Kinshasa qui est la province qui a été la plus touchée, parce que nous avons environ 11 zones de santé qui sont touchées, contrairement au Congo central, où jusque-là c'est une seule zone de santé qui a été touchée. Donc l'impact au niveau sanitaire et même au niveau humanitaire, c'est vraiment plus au niveau de Kinshasa. Mais au Congo central aussi, les dispositifs ont été pris pour que nos équipes et l'équipe de la province puissent aussi prendre en charge s'occuper des aspects sanitaires au niveau de ces sinistrés. En termes de la prise en charge, quelle est la situation actuelle des sinistrés du Congo central? Déjà au niveau de Kinshasa, parce que comme je disais, c'est là où
cette crise s'est beaucoup plus fait sentir, avec plus de 25 000 ménages qui ont été touchés et oui, plus de 8 000 sinistrés. Donc, on a eu à organiser des sites de prise en charge. Ici à Kinshasa, au niveau du stade Tata Raphaël, au niveau du stade de Martyr. Avant, nous étions aussi au stade, non pas au stade, à l'Institut Lumumba. Et avec la rentrée des classes, on a dû délocaliser le site de Lumumba vers le stade municipal de Bandal. Donc c'est au niveau de ces 3 sites que nous organisons la prise en charge de ces sinistrés. Donc ils sont hébergés là-bas, ils sont nourris, on leur apporte approvisionnement en eau. Donc, et il y a un dispositif des centres de santé, des consultations qui sont organisées sur place pour tous les cas de pathologies qui surviennent. Et on organise même le référencement des cas qui nécessitent d'être référés dans les structures appropriées pour la prise en charge. Donc tout cela est organisé. Et nous sommes en train de réfléchir comment désengorger le stade de Martyr, parce que nous pensons qu'il y a lieu quand même de le désengorger. Monsieur le directeur général, vous êtes sur l'une des plus grandes chaînes d'information ici dans notre pays, voire même dans d'autres pays partout dans le monde. Parlant justement du stade municipal de Bandal, Lungwa, il y a quelques jours ici où les sinistrés sont sortis pour décrier les mauvaises conditions au sein de ces stades. Êtes-vous sûr qu'ils sont bien entretenus, qu'ils sont réellement pris en charge? Bon, effectivement, c'est une des localisations qui a été faite il y a 2 jours environ. On a commencé à faire cette délocalisation. C'est vrai que les sinistrés pouvaient se plaindre, parce que moi-même, avec mon équipe, je suis descendu au stade le week-end dernier. Donc j'étais personnellement avec mon équipe au stade municipal de Bandal. J'ai vu les conditions dans lesquels on accueillait ces sinistrés. C'est vrai qu'on est encore en train d'aménager, donc tout l'aménagement de ce site n'était pas encore fini. Il y avait déjà des tentes, quelques tentes qui étaient placées, et il y avait des sinistrés qui étaient encore dehors, à qui on n'avait pas encore attribué des places dans ces tentes. Donc il y avait peut-être ces plaintes-là, mais tout était mis en place pour qu'on arrive à donner une place, une tente avec un matelas à tous ces sinistrés. On a eu même l'appui de l'armée, parce qu'on a déployé 2 grandes tentes qui peuvent contenir jusqu'à 700-800 personnes. Donc les moyens ont été déployés pour vraiment arriver à mettre nos compatriotes dans des conditions acceptables. Les inondations ont occasionné des déplacements massifs des populations avec des hébergements en commun, surpeuplés. Êtes-vous sûr que les conditions d'hygiène sont vraiment respectées? Ça reste un défi, parce que quand il y a ce déplacement et les gens se retrouvent du coup dans un milieu avec une population concentrée, comme ils sont dans les différents sites, c'est vrai qu'il y a à craindre, avec cette promiscuité, les conditions d'hygiène qui ne sont pas requises, mais c'est ça aussi notre travail, c'est œuvrer à ce que dans ces milieux, nous puissions déjà sensibiliser, parce que la sensibilisation c'est important, c'est passer l'information, montrer à ces sinistrés comment ils peuvent maintenir le milieu, l'environnement sain, par l'utilisation déjà des toilettes hygiéniques, parce que nous avons mis des toilettes qui sont portatives, donc il faut bien utiliser ces toilettes. On a identifié des sites, des endroits où il faut mettre les déchets. Donc tout cela, c'est des messages qu'il faut passer. Il faut de l'éducation, de la sensibilisation, pour nous rassurer que dans ces milieux, au niveau de ce site, l'environnement sera entretenu et maintenu sain. Donc ça, c'est un travail qui se fait pratiquement au quotidien, parce que nous avons des équipes, même des brigades, des zones de santé, de la division provinciale de la santé, qui sont mises à contribution pour justement, par exemple, évacuer les déchets journalièrement. Donc on ne peut pas laisser les déchets s'accumuler, donc on doit les évacuer journalièrement, on doit assainir le milieu journalièrement et nous rassurer que les toilettes sont bien maintenues
et que ces populations ont accès par exemple aussi à l'eau potable, parce que dans ces milieux, dans ces sites, il y a eu ce problème d'avoir accès à l'eau, donc on doit se rassurer qu'ils ont aussi de l'eau potable. Donc c'est toutes ces conditions que nous essayons de maintenir. Il y a eu également des cas de blessures. Y a-t-il pas risque d'être infecté? Oui, effectivement, quand ces dégâts sont arrivés, ces inondations, les gens se sont déplacés dans l'eau, des fois pieds nus ou pas bien protégés. Donc il y a eu beaucoup de cas de blessures et c'est justement pourquoi nous avons mis ce dispositif. Déjà au niveau de ce site, nous avons des centres de prise en charge dans ces sites avec des infirmiers, des médecins. C'est pour déjà que ces cas de blessures peuvent déjà, dès qu'ils arrivent dans ces sites, ils peuvent déjà être pris en charge. Donc on a tout le nécessaire en termes de médicaments, des intrants pour prendre en charge des pathologies courantes et notamment même des cas de blessures. Donc on les prend en charge déjà au niveau des sites. Mais les cas pour lesquels qui nécessitent qu'ils soient transférés, ça nous avons des ambulances aussi qu'on a positionnées pour transférer des cas qu'il exige. Y a-t-il aussi les vaccins? Le cas par exemple des vaccins contre le tétanos? Oui, effectivement, nous vaccinons quand il y a nécessité de vacciner. On a les vaccins, nous vaccinons non seulement les personnes adultes, même les enfants qui sont avec leur maman et qui sont à l'âge de suivre le calendrier vaccinal. Donc nous organisons pour qu'ils puissent recevoir aussi ces vaccins-là au niveau des sites, le temps qu'ils sont encore là. Monsieur le directeur, est-ce qu'il y a-t-il des sources potentielles de contamination? Et s'il y en a, que faire pour gérer ces sources potentielles de contamination? Bon, les sources potentielles au niveau de sites, c'est qu'on a dit, c'est déjà la promiscuité, parce que quand les gens se regroupent en masse comme ça dans un milieu presque clos, nous demandons à ce que, et nous veillons à ce que déjà, comme je l'ai dit, qu'il y ait les conditions d'hygiène, qu'il y ait suffisamment, par exemple, de l'eau potable, mais l'eau même pour déjà des douches pour se laver. Donc, il faut que ces populations accèdent à ces conditions-là, arrivent à se doucher, à se laver, arrivent à changer les habits. Donc, toutes ces conditions, parce qu'on a demandé même qu'il y ait des appuis pour donner des habits pour que ces populations, ces sinistrés, arrivent à se changer. Donc, c'est toutes ces conditions auxquelles nous essayons de veiller pour nous rassurer que ça ne peut pas être un milieu qui peut favoriser la contamination ou l'éclosion des maladies et des épidémies. Monsieur le directeur, je vous rappelle que gérer 10 personnes, ce n'est pas facile. Vous êtes directeur général de l'INSP. Est-ce que vous aviez reçu le fonds de la part du gouvernement pour gérer ces milliers de Congolais qui sont hébergés dans des sites? Oui, cette réponse, il faut savoir qu'elle est multisectorielle. Il n'y a pas que le secteur de la santé, parce que nous nous occupons du volet sanitaire, mais il y a la gestion de cette crise, cette catastrophe, elle est sous le ministère de l'Intérieur. Donc c'est le ministère de l'Intérieur qui coordonne. Il coordonne, mais est-ce qu'il y a vraiment la part pour la santé? Parce que le ministère de l'Intérieur n'a pas la maîtrise sur les secteurs de la santé. Oui, c'est vrai que le ministère de l'Intérieur n'a pas la maîtrise pour la santé. Effectivement, il y a les moyens que le gouvernement a mis à disposition et avec aussi l'appui de nos partenaires. Donc il y a aussi les partenaires qui ont toujours appuyé, qui sont aux côtés du gouvernement et du ministère de la Santé, qui sont venus aussi en appui. Donc c'est avec tous ces moyens conjugués et du gouvernement déjà, parce que c'est le premier partenaire, c'est le gouvernement qui a dû déjà dès les premières heures assurer la prise en charge, parce qu'on a dû aller évacuer ces sinistrés pour trouver les endroits où on pouvait les héberger. Donc tout cela, ce sont déjà les premiers moyens qui ont été déjà mis en place par le gouvernement. Et effectivement, il y a eu aussi d'autres moyens matériels, en termes même financiers, que le gouvernement a dû mettre à disposition pour assurer cette prise en charge sanitaire. Et qu'en est-il des corps sans vie restés pendant des heures dans ces eaux de pluie avec des vivants justement et de vos équipes qui étaient sur les terrains en train de travailler d'arrache-pied pour essayer d'évacuer toutes ces personnes? Effectivement, ça a été un défi. On a dû dénombrer autour de 75 corps qui ont été récupérés et acheminés au niveau des morgues
pour éviter justement que ça puisse traîner et engendrer des contaminations. Donc nos équipes sont toujours à pied d'œuvre pour se rassurer qu'il n'y a pas encore des morts, des cadavres qui sont restés et qui pourraient constituer vraiment des milieux de contamination. Donc tous les corps à notre connaissance qui ont dû être trouvés, vraiment on les a récupérés le plus rapidement possible et acheminés au niveau des morgues. Est-ce qu'ils sont déjà enterrés? Non, je pense que c'est ça, c'est avec les autorités, donc les autorités sanitaires et les autorités au niveau politique, on devra organiser cette cérémonie pour enterrer. Mais jusque-là, il y a toujours des familles qui continuent de chercher leurs membres disparus. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour retrouver leurs membres? Parce que nombreux ne savent pas que peut-être notre papa, notre maman est décédé lors de ces inondations. D'autres personnes sont disparues seulement comme ça. Donc il y a des cas de personnes disparues. Qu'est-ce qu'il faut faire pour toutes ces familles? Effectivement, pour ces cas, c'est pourquoi nous mettons en contribution, il y a tous les autres services de l'intérieur, de la protection civile. Donc les familles qui sont à la recherche des membres des familles, donc devraient aller en principe au niveau des communes, parce qu'au niveau des communes, dans ces zones de santé, parce que je parle de zones de santé sanitaire, mais ils doivent aller s'enregistrer pour déjà donner l'information et que, parce qu'on est en train de recenser déjà les sinistrés que nous avons au niveau des sites pour savoir ils viennent d'où, de quelle famille, dans quel quartier, tout cela. Donc, ceux qui ont perdu les leurs ou qui ne les retrouvent pas, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens se sont déplacés aussi de façon un peu en masse, et ça pourrait arriver que les uns et les autres ne retrouvent pas les membres de famille. Donc il faut aller au niveau de quartier, au niveau de communes pour s'enregistrer et donner les informations par rapport aux membres de famille qui sont perdus, de telle sorte que les services de la protection civile qui travaillent avec les communes et les quartiers peuvent essayer de voir si ces personnes qui sont recherchées ne sont pas soit au niveau des sites ou réellement ne sont pas soit parmi les personnes décédées, parce que ça peut arriver que ces personnes sont décédées, mais pour lesquelles on n'a pas peut-être trouvé des identités, qu'il faudra peut-être aller au niveau des morgues pour identifier les corps. Donc c'est tout ce travail-là. Si vous avez des membres de famille qui sont perdus, il faut aller vous enregistrer pour qu'on puisse permettre de les retrouver, s'ils sont parmi les sinistrés ou s'ils sont parmi peut-être ceux qui ont perdu la vie. Mais est-ce qu'ils ont toutes ces informations? Vous avez dit que la situation est gérée par le ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas longtemps, moi j'ai vu une mère aller se plaindre auprès d'une autorité, lui demandant l'aide s'il pouvait retrouver ses enfants. J'ai également vu une femme, elle est restée avec son bébé de 21 jours. L'homme essayait de sauver la vie de son épouse et de son bébé. Et quand il a essayé pour la 3e fois aller récupérer quelques biens, il est parti. Et jusqu'à présent, la femme ne retrouve pas son homme. Elle a tenté de demander de l'aide aux autorités en ma présence. Je crois qu'il n'y avait pas de suite. Je ne sais pas s'ils ont toutes ces informations dont vous êtes en train de donner ici. Oui, c'est pourquoi nous continuons à sensibiliser. C'est vrai que l'information doit continuer toujours à la partager pour que le plus grand nombre, donc ces populations sinistrées, parce que ils sont sinistrés, il y en a qui ont quitté, il y en a qui sont restés toujours dans ces milieux-là, qui n'ont pas voulu quitter, peut-être qui ont perdu certains de leurs membres qui sont restés. Donc nous continuons à communiquer, à informer pour qu'ils aillent vraiment au niveau des autorités compétentes, porter déjà s'enregistrer pour qu'on sache quoi faire et les aider à retrouver vraiment les leurs. Et c'est un travail qui doit se poursuivre parce que, comme je dis, il y a autant de sinistrés, autant de familles qui ont été éprouvées. Donc, et des fois, l'information, c'est vrai, on n'est pas toujours sûr que ça passe. Nous devons continuer, même ce que je fais ici, c'est toujours une façon de faire passer le message pour que profitons aussi de votre chaîne et l'information peut toujours être diffusée. Et la prise en charge, c'est pour combien de temps? Ils vont rester dans des sites d'hébergement pendant combien de temps? Bon, ça, je ne saurais pas le dire parce que ce n'est pas peut-être de ma compétence de dire combien de temps, mais non, c'est rassure qu'au moins du point de vue sanitaire, nous essayons que dans les milieux où ils sont, que ce soit des milieux sains, assainis et entretenus,
Maintenant, c'est avec les autorités compétentes parce que, comme vous le savez, ces personnes, il y en a qui ont tout perdu, des biens, et que ce milieu-là, qui ont été dans leur quartier, les sites qui ont été inondés, ce n'est plus préférable que ces personnes retournent dans ces mêmes endroits, alors qu'on sait que la météo annonce aussi des conditions de pluie dans les jours, les semaines à venir. Donc il est question qu'avec les autorités, qu'on puisse peut-être identifier d'autres sites qui pourront les héberger de manière correcte et dans la durée. Donc je pense que c'est des questions... vous savez même qu'il y a eu un conseil des ministres extraordinaire autour du chef de l'État sur cette question. Donc je pense que les ministères concernés, des autorités compétentes sont sur cette question et des mesures sont en train d'être prises pour trouver des solutions durables pour ces sinistrés. Y a-t-il pas des risques du point de vue psychologique pour toutes ces personnes qui ont tout perdu? Effectivement, la composante psychologique, elle est vraiment très importante. Et on a, moi-même, j'ai vu des personnes qui ont manifesté ce genre de troubles. Et on a mis au niveau de nos sites, il y a aussi des experts en santé mentale qui sont là pour essayer d'accompagner les personnes qui manifestent ces troubles de suite de tous ces événements qui leur sont survenus. Donc, nous avons pris des dispositions pour qu'il y ait aussi cette assistance et cet appui psychologique pour les personnes vraiment qui en éprouveraient le besoin. Accompagnement, oui, mais quels sont les conseils que vous donnez, vous, en tant qu'expert? Oui, c'est parce que quand on est touché, affecté par ces genres de catastrophes, il y a toujours, on est affecté déjà du point de vue mental, psychologique. Ce qu'on demande, c'est qu'au-delà de ces événements, que les gens on demande juste à leur d'avoir un moral haut, de ne pas rester abattu, parce que c'est vrai, mais il ne faut pas rester longtemps dans cet état, parce qu'il faut voir comment sortir de ce, et voir maintenant le futur, parce que c'est vrai que c'est une situation qui est arrivée, mais on ne devrait pas rester abattu et dans cet état pendant de longs jours. Il faut toujours, du point de vue psychologique, avoir un moral, et c'est pourquoi nous mettons à leur disposition des spécialistes et des psychologues, parce que les gens sont... Il y a l'anxiété, il y a la détresse qui va les accabler, et les gens restent un peu dans cette torpeur, donc comme s'ils sont figés et n'ont plus de volonté de se prendre en charge ou d'avoir une volonté d'aller de l'avant. Et l'appui psychologique, c'est vraiment un réconfort pour dire, on compatit avec ce qui est arrivé, on essaie de réconforter les personnes, les sinistrés, mais aussi de leur donner des armes pour dire, ce qui arrive, ce n'est pas une fatalité en soi. Donc c'est une condition, une situation difficile, mais vous avez toujours des ressources internes en vous-même qui vous permettent de vous ressaisir et de voir comment surmonter cette détresse, cette anxiété, ces inquiétudes, ces angoisses, et aller de l'avant, parce qu'il y a toujours, comme on dit, de l'espoir vers l'avenir, un avenir toujours un peu plus radieux. Il est évident qu'après un temps, tous ces gens vont regagner leur demeure habituelle, et il y a même qui ont déjà regagné le demeure habituel. Est-ce que avez-vous pensé au service des nettoyages? Oui, ça, nous le savons aussi, et on est en train de suivre, parce que nous savons que quand les eaux ont augmenté, après il y aura la décrue, donc les eaux vont se retirer, et justement c'est ça la période la plus critique, parce que quand les eaux se retirent, que maintenant on risque de voir maintenant apparaître tout ce qu'on redoute, les maladies et tout cela, parce que le milieu, quand les eaux se retirent, ce milieu va rester, c'est un milieu qui n'est plus salubre. Donc nos équipes sont à pied d'œuvre pour vérifier, suivre dans tous ces milieux qui étaient inondés, quel est le niveau d'eau actuellement, est-ce que le niveau d'eau a vraiment baissé, s'est retiré, pour que par la suite, il y ait maintenant des activités de décontamination, de désinfection dans tous ces milieux, pour justement se rassurer qu'il n'y aura pas éclosion des maladies du fait de ce retrait des eaux. Bien si les personnes peuvent revenir, ne seront pas contaminées
par cet environnement qui va rester non sali. Donc nos équipes sont à pied d'œuvre, ils suivent et le moment venu, il y aura ce travail intense de décontamination de tous ces milieux-là. Messieurs les directeurs, une dernière question. Vous avez une lourde mission. Il continue de pleuvoir sur Kinshasa. Quel est le conseil que vous donnez aux autorités tant nationales que provinciales, mais également à la population? Aux autorités tant nationales que provinciales, c'est déjà de prendre leurs responsabilités. Donc, parce que c'est gouverner, c'est prévoir. Donc, des milieux pour lesquels on sait que c'est des milieux qu'on ne devait pas lotir, pour lesquels il ne fallait pas autoriser des lotissements. Donc, il faudra qu'on se rassure maintenant que dans ces milieux-là, il faut, soit qu'on doit demander à la population de dégager ce milieu-là et qu'on doit raser. Parce que même au Conseil des ministres, c'était des pistes qui étaient envisagées pour dire dans ces milieux-là, on devrait arriver à les rendre, à ne pas occuper ces sites qui sont reconnus que c'est des sites inondables. Donc nous devons arriver à prendre, parce que le gouvernement, les décideurs, des décisions assez fortes pour éviter que les gens restent au niveau de ces sites pour lesquels on sait que c'est des sites inondables. Maintenant, la population elle-même, connaissant, parce qu'on connaît quand même l'histoire de cette ville, donc on connaît qu'il y a des endroits, ces endroits-là, qui sont, pour lesquels on ne peut pas les lotir là-bas, donc on ne peut pas aller habiter. Donc c'est à la population aussi d'être consciente que ces endroits, c'est des endroits réputés inondables et qu'on ne devrait pas y habiter. Il faut déjà, par soi-même, prendre des mesures pour aller habiter, non pas sur ce site, mais chercher déjà d'autres sites. Donc la responsabilité elle est partagée. Nous avons les autorités qui ne devraient pas donner des autorisations de bâtir ou de construire au niveau de ce site, mais la population elle-même aussi, parce que ce n'est pas les premières inondations ni les dernières. Donc les gens qui habitent dans ces sites devraient aussi tirer les leçons de ce qui est arrivé et chercher déjà à ne plus habiter sur ces sites-là. Donc c'est aussi une autoresponsabilité. Merci beaucoup, Monsieur Dieudonné Mwamba, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut national de santé publique, INSP. Je vous remercie. Merci. À vous, Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.